Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir rejoints pour mieux ou bien. Patrice, Emma, Cricri, bonjour à tous les trois. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Au sommaire, Patrice. Je vais vous parler du CIRC. Vous savez ce que c'est? Le cirque. Le cirque. Comité international de la Centre. Croix-Rouge. Centre international De recherche sur le cancer. oui. 60e anniversaire. D'accord. Nous y sommes. Un organisme essentiel sur le plan scientifique, beaucoup moins efficace sur le plan politique. Un organisme qui a vu le jour, devinez comment? Grâce à, rien à voir, la guerre froide. D'accord. Incroyable. Emma, 4 lettres. SOPK, le syndrome, je vous fais une devinette aussi, syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble qui embête les nombreuses femmes qui en souffrent. Et je vous ai dit que c'était le SOPK, mais en fait, il faut oublier ce nom parce que c'est une pathologie qui change de nom et pour des raisons que je vais vous expliquer qui ont un gros impact sur la prise en charge de ces femmes. Coach Cricri, C'est les la- Pyrénées souffrent en ce moment. Eh oui, c'est la saison du vélo. Oui. Il fait beau, il fait bon, donc on repédale. Vous repédalez, j'imagine. On va voir aujourd'hui comment s'habiller pour être bien visible par les autres usagers de la route, et notamment les automobilistes. Vous allez voir que les couleurs sont importantes dans votre tenue. Et on va démarrer comme tous les jours et comme toujours à sa demande avec le Pascal. Le cirque CIRC fête ses 60 ans et il a vu le jour, Patrice, dans des conditions assez particulières, ce centre de recherche contre le cancer. Oui, alors à l'origine de l'affaire, figurez-vous qu'il y a un journaliste niçois, un certain Yves Poglioli, dont la femme souffre d'un cancer. On est en 1963. Il écrit donc à l'un de ses amis qui a ses entrées à l'Élysée, à l'époque c'est le général de Gaulle qui est à l'Élysée, et il lui tient à peu près ce langage. On dépense des milliards pour se préparer à la guerre nucléaire et quasiment rien pour combattre cette autre bombe silencieuse qu'est le cancer. Évidemment, en 1963, le contexte est celui de la guerre froide. Le nucléaire français émerge par la volonté politique du général de Gaulle à l'époque. Voilà, et l'idée c'était de prendre un petit peu d'argent Bah dans oui. le budget militaire Ouais. pour le mettre dans la recherche contre le cancer. Alors c'est tout bête, ça aurait pu marcher, mais cette idée-là ne va pas aboutir. On ne va pas toucher au budget militaire, l'argent des armes restera aux armes. Mais en 1965, néanmoins, comme l'idée fait son chemin, vous avez 5 pays, la France évidemment, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni, la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest à l'époque, et l'Italie, qui créent une agence internationale, ce fameux Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC. C'est donc une agence née d'un idéal multilatéral, au fond, qui est créé avec un objectif, coopérer scientifiquement pour comprendre et prévenir cette maladie plutôt que la guérir à tout prix. Voilà, il ne développe pas de médicaments. Le cirque, ce qu'il cherche à savoir, c'est quelles sont les causes du Oui, cancer. et il traque ces causes. Dès 1971, il lance le programme des monographies. Alors l'entreprise est forcément titanesque parce qu'elle consiste à passer au crible tout ce qui, dans l'environnement, pourrait provoquer le cancer. Résultat, c'est que vous avez 1000 agents qui sont étudiés. Il y en a 135 sur les 1000 qui sont classés cancérogènes avérés. Alors le tabac, bien sûr, mais dans la foulée, il y a l'amiante, il y a le diesel, et il y a certains virus aussi, comme le papillomavirus. Alors ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça paraît évident, mais qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Ben oui, encore une fois, le cirque ne décide pas des politiques publiques, ne fixe pas les seuils, il ne réglemente rien, il dit simplement « attention, tel produit est dangereux » ou « attention, là vous pouvez y aller, tel produit n'est pas dangereux ». Il dit ce qui peut tuer, mais il ne dit pas à partir de quelle dose ou de quel seuil ça peut devenir mortel, et il se garde bien aussi de prôner l'interdiction de tel ou tel produit. Il est purement factuel, il dit ça c'est dangereux, ça ne l'est pas, et aux politiques ensuite, fort de toutes ces informations, eh bien, de prendre leurs responsabilités en prenant des mesures ou pas. Ou pas. C'est plutôt ou pas, d'ailleurs, souvent. Ouais, c'est arrivé. En fait, Il y a des lobbies. En fait, il travaille pour la prévention des cancers. Oui, c'est un travail qui est plutôt ingrat, qui est fondamental, parce que ce que nous dit aujourd'hui le cirque, c'est que 4 cancers sur 10 sont évitable, qu'une grande partie du problème ne relève pas du destin, ni même de la génétique, on en a parlé ici avec l'épigénétique, mais de nos choix individuels et de nos choix collectifs. Alors le tabac, l'alcool, la malbouffe, les infections, la pollution, ce sont des paramètres sur lesquels l'homme peut agir, parce qu'on rappelle quand même que le risque zéro n'existe pas. Ça reste le message essentiel pour lutter contre une maladie dont les cas augmentent du simple fait que nous vivons plus vieux, parce qu'il faut le rappeler, le cancer, c'est
aussi une maladie de la vieillesse. Cela dit, les cas augmentent, mais c'est vrai aussi qu'on meurt moins du cancer. Le problème, parce qu'on a fait des progrès médicaux, mais le problème, eh bien, en tout cas, c'est la directrice du cirque qui le dit, c'est que si l'on mise tout aujourd'hui sur des traitements toujours plus sophistiqués et toujours plus coûteux, à un moment, le système de santé n'y résistera pas et n'importe quel système de santé craquera parce qu'il y aura un problème financier. Mais c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête parce qu'on sait, vous parlez de 4 cancers sur 10 qui seraient évitables. Alors la pollution, par exemple, on ne peut pas toujours l'éviter, c'est compliqué. Le tabac, l'alimentation, la pratique. Le tabac, on peut l'éviter. L'activité physique sportive, on en parle sans arrêt, ça permet d'éviter, par exemple, 40% des cancers du côlon. Et puis il y a aussi le dépistage. Le dépistage des cancers à un stade très précoce grâce au dépistage de la prostate, du côlon et du rectum, voilà, et du sein, du col de l'utérus. Et tout ça, ce sont des cancers qui sont dépistables à un stade très précoce, voire même, on peut même presque parler de prévention pour le cancer colorectal, puisque quand on fait des examens, notamment une coloscopie, on peut aller chercher des polypes qui sont les tumeurs bénignes, qui font le lit des cancers. Vous l'enlevez, il n'y a pas de cancer. Donc tout ça, et là où on marche sur la tête, c'est que les chiffres en France sont catastrophiques en matière de dépistage, en matière de prévention. Là aussi, on marche sur la tête, puisque finalement, le tabac, on vend un produit qui tue aujourd'hui, dont on sait qu'il tue. Et pourtant, on le vend quand même. Donc tout ça est quand même assez compliqué sur le plan intellectuel de comprendre comment on peut d'un côté vendre des produits qui tuent et en même temps dépenser de l'argent avec l'assurance maladie pour traiter les conséquences de ce produit qu'on a vendu et qui tue. Voilà, moi, ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que initialement, il y a la détresse d'un homme qui voit sa femme qui est en train de mourir du cancer. Et comme il est journaliste, il a 2-3 personnes dans son réseau. Il décroche son téléphone avec une idée simple, une idée folle, mais qui va donner cette grande institution, quoi. Merci Patrice. Tiens, je vais vous poser, on va faire un petit peu. Je sais que vous aimez beaucoup l'anatomie. Hein, bien sûr. La rate. Oui, qui se dilate. La rate, ça se trouve où d'après vous? Me mettez pas tout de suite le schéma pour près de l'estomac, la non? Près Près du pancréas. Montrez-moi sur vous. Je dirais là. Là, à droite, là, ici. Voilà. Là. Christophe. Je sais pas. Je dirais que c'est par là. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr en fait. Et Emma, je dirais que c'est quelque part par là. Non, mais déjà, c'est droite ou gauche? C'est sûr que c'est pas dans le thorax. Hein, Michel, c'est gauche? Non, je vous pose la question, après je vous explique. D'accord. Moi, je dirais. Alors, j'ai tendance à la Patrice mettre en bas. l'estomac. Patrice, sous les côtes à droite. Moi, je la mettrais plutôt sous les côtes, mais dans le dos. Sous les côtes, dans le dos. Oui. Très bien. Christophe, mouillez-vous un peu. Sous les côtes, mais à gauche. Sous les côtes, mais à gauche. Ouais. Eh ben, c'est Christophe qui a mis 2 heures à pondre le truc. Je savais. C'est sous les côtes à gauche, effectivement. C'est plutôt ici. Là, il faut enlever le bandeau. Comment c'est-il qu'on était parce que ça se trouve, voilà, juste, on le voit là. sous les côtes, oui, par là. Et vous allez voir une photo, regardez, pour palper la rate, voilà comment on doit faire. On doit appuyer sous les côtes pour. Si vous l'avez dans le dos, la rate, Emma, il faut faire un scanner. Il faut aller vous faire examiner. Un cas d'organe inversé. On n'a pas grand-chose dans le dos, hein, je vous promets. Non, on a des muscles. Non, mais dans la cage, il n'y a pas des dans organes la cage, Dans la cage thoracique, il n'y a pas des trucs calés dans le dos? Dans la cage thoracique, il y a les poumons et le cœur. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des trucs l'œsophage. Le pancréas, le foie. Non, alors bon. J'essaye de négocier. Pas tous avoir fait des études longues. Donc la rate, elle est, comme vous l'avez vu sur l'examen, regardez, vous allez le voir sur un schéma anatomique cette fois-ci, où vous allez bien comprendre où elle se trouve, vous allez la voir de plein pot, voilà. Le mec mauvais joueur, elle est à droite là. Voilà, vous voyez, vous voyez, à droite, alors à droite c'est le foie, comme vous le voyez, le foie et la vésicule biliaire, là où vous m'avez montré Patrice, donc la rate elle est là. Donc c'est un tout petit organe. Enfin, c'est pas très gros. Et son rôle, alors j'ai pris un papier parce que sinon j'en oublie, c'est de filtrer le sang. En fait, c'est la déchetterie des globules rouges. Et quand les globules rouges, vous savez que la durée de vie d'un globule rouge, c'est à peu près 120 jours. Et une fois qu'il a fini sa vie, hop, il va dans la déchetterie, il est détruit, et puis
Et puis détruit ou évacué ? Détruit, et on va chercher, on va récupérer les éléments qui peuvent servir à être recyclés. Recyclage. Voilà. Il participe aux défenses immunitaires puisqu'il produit aussi des cellules de l'immunité, des globules blancs. La rate, pardon, elle produit des cellules. Je parle de l'organe. On parle du rat. Elle produit des cellules de notre immunité, donc des globules blancs. Elle stocke aussi les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges pour les relarguer en cas de nécessité. Et je vous disais que les globules rouges, une fois qu'ils étaient pris par la rate, ils allaient être recyclés. Elle va récupérer le fer. Vous savez que c'est le fer qu'il y a dans les globules rouges. C'est ce fer qui donne cette couleur. Et on va le récupérer pour l'utiliser autrement. Donc c'est un petit organe qui ne paye pas de mine, mais qui finalement est très, très important. Aucun impact sur la fonction respiratoire cardiovasculaire ? Aucun. Pourquoi on dit courir comme un dératé ? Alors, on dit courir comme un dératé. Alors, c'est une légende. D'abord, on pensait que les animaux qui n'avaient pas de rate couraient beaucoup plus vite. Notamment, on dit qu'un cheval court comme un dératé, mais ça, c'est une légende. D'accord. On enlevait la rate des gens pour qu'ils courent plus vite dans les marathons et tout, ce qui était complètement stupide. Et l'expression, le mot dératé veut littéralement dire donc privé de rate. Et on a aussi cru que la rate jouait un rôle dans l'endurance ou dans les points de côté quand on courait. Non. Donc c'est pour ça qu'on retirait la rate. Et c'est faux, qu'on retirait la rate à des coureurs pour qu'ils aillent plus vite. Donc ça servait à rien, magnifique. Donc ça servait à rien. J'ai quand même sans rate. Et parfois, on est obligé d'enlever la rate, notamment lors des accidents, des traumatismes ou des accidents de voiture, où la rate peut éclater. Et là, c'est une hémorragie terrible puisqu'elle est pleine de globules rouges et de sang. Donc on est obligé d'enlever la rate. Et à ce moment-là, les gens qui n'ont pas de rate vivent très bien, mais il faut faire un peu attention sur le plan immunitaire, parce que je vous l'ai dit, ça contient aussi des globules blancs. Et donc il faut faire attention, on a un peu plus de risque d'infection. Bon. Voilà, mais c'est pas la peine. On peut vivre sans rate. Donc. On peut vivre sans rate, tout à fait. Ouais. Mais on peut vivre aussi sans ce que vous nous montriez tout à l'heure, c'était la vésicule biliaire. Là, ce qui est à droite. Parce que donc la rate est à gauche. À gauche. Est à gauche. Ouais. La substance grise, c'est quoi ? C'est les neurones. Les cellules cérébrales. Très bien. Très bien. Mais elle est sous la cage thoracique, la rate. Ah bah oui. Sur votre schéma. Vous êtes obsédé par la cage thoracique. Mais oui, parce elle est là, elle est sous les côtes. La palper. Je comprends pas comment on peut la palper. Eh bien, parce que vous demandez aux patients d'expirer à fond, et vous appuyez ici sous les côtes, et c'est là. Normalement, vous la palper la rate. Normalement, on ne doit pas la palper si elle a un volume normal. En revanche, en cas de grosses rates, notamment dans certaines maladies, c'est ce qu'on appelle la splénomégalie. À ce moment-là, vous la sentez, vous sentez le bord antérieur, le bord qui est en avant de la rate, et là vous vous dites c'est pas normal. Et puis, alors, sauf qu'aujourd'hui on a les échographies, les scanners, les IRM, etc. On va rester avec vous, Emma, et votre cage thoracique pour parler du vrai du fake. Alors, on se penche aujourd'hui sur une maladie qui va changer de nom, le syndrome des ovaires polykystiques. Oui, qu'on surnomme le SOPK, c'est la première cause d'infertilité. On estime qu'elle affecte entre 6 et 13% des femmes en âge d'avoir des enfants, de l'adolescence à la ménopause. Donc c'est quand même une femme sur 8, c'est beaucoup. Alors c'est une maladie hormonale, il y a trop de sécrétion d'hormones androgènes comme la testostérone, l'hormone mâle, qui est sécrétée aussi chez la femme, on le rappelle, à un taux beaucoup moindre, évidemment, et que ça a de nombreuses répercussions sur l'organisme. Mais donc le nom de ce trouble change. Pourquoi ? Oui, on est en train d'abandonner officiellement, d'ailleurs le SOPK, ce syndrome des ovaires polykystiques. Maintenant, il s'agit du syndrome métabolique ovarien et polyendocrinien. Et si je prends chaque initiale de ce mot, ça donne le SMOP. SMOP. En fait, les spécialistes ont estimé que ça correspondait mieux à la réalité de la maladie. Ils l'ont publié dans une étude du Lancet, c'est une prestigieuse revue, et ils ont présenté tout ça lors d'un congrès d'endocrinologie qui s'est tenu à Prague il n'y a pas très longtemps. Pourquoi ce revirement ? Eh bien, par une connaissance médicale qui avance et qui s'affine au fil du temps. En gros, quand l'affection est décrite, on est en 1935, on parle de kystes sur les ovaires. Mais au fil du temps, quand même 14 ans de travail pour l'étude qui a donné les résultats dont on parle aujourd'hui, à l'échelle internationale, les observations ont permis de comprendre que ce n'était pas du tout des kystes en réalité, mais une multitude de follicules
Vous savez, c'est ce qui contient les futurs ovules à un stade de développement inachevé. Donc, ce n'était pas des kystes, et pourtant, c'est ça qui donnait son nom à la maladie. Et en plus, ces follicules inachevés ne sont pas visibles chez toutes les femmes touchées, parce que le syndrome, on s'est aussi rendu compte de ça, peut prendre des formes variées selon les femmes. Donc, le terme était à la fois inexact et finalement incomplet. Et que ça va changer ? Ça va changer pas mal de choses. Vous connaissez la phrase « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Eh bien, en l'occurrence, le malheur, c'est un diagnostic qui est souvent tardif et une prise en charge inadaptée. Donc, l'objectif, à partir de maintenant, c'est d'améliorer tout ça. Déjà, c'est une façon de reconnaître que le syndrome touche tout le corps, les hormones, le fonctionnement métabolique, la fertilité, le poids, la peau, bien plus que les ovaires déjà. Et cette nouvelle dénomination s'accompagne aussi d'une mise à jour des recommandations de la prise en charge pour les patientes. Et donc l'idée, c'est une meilleure connaissance pour une meilleure prise en charge des femmes qui en souffrent. Alors là, c'est dans le cadre d'une maladie et ça se justifie complètement. Il y a eu des changements de nomenclature anatomique il y a quelques années où tous les organes pratiquement, notamment les os, ont changé de dénomination. Alors moi, je n'ai pas du tout appris ça à la fac. Maintenant, je reconnais plus quand on me parle de certains os, je ne sais plus de quoi on parle. Bon, vous me direz, c'est ça. Changer les noms des os, franchement. Parce que je ne sais pas, probablement pour revenir au mot grec, à la racine grecque. Et il y a une autre occasion pour débaptiser les noms de maladies, c'est quand elles sont associées à des médecins qui étaient au parti SS pendant la guerre, des médecins nazis qui ont collaboré avec le pouvoir nazi. Et là, on est en train de débaptiser un certain nombre de maladies pour donner le nom de la maladie plutôt que le nom de celui qui l'a décrite. On va passer au sport avec coach Cricri. Alors, on va parler vélo, mais là, c'est fashion victime, là, aujourd'hui. Et c'est pas tellement fashion victime, c'est d'essayer de se dire quelle est la bonne couleur pour être bien visible quand on fait du vélo auprès des autres usagers de la route, et notamment, évidemment, les automobilistes. Alors, c'est une étude néo-zélandaise de 2009 que j'ai trouvée qui s'appelle la Walker and Hall. Des chercheurs ont suivi 2500 cyclistes, ça fait une belle population, et visiblement, rouler bien équipé et visible, c'est rouler en sécurité. On pourrait presque faire de la pub. Alors, Walker et Hall, dans les articles, je vous dis, c'est les collaborateurs. C'est pas Hall, c'est pas Walker et puis tout. Tout le monde, oui. Ouais, et tout le monde, c'est les Voilà. Parce qu'il ne l'a pas écrit tout seul, donc Non, bien sûr, je ne sais pas plusieurs. de quelle abréviation c'est, Hall, d'ailleurs. Mais... Albert. Albert, voilà, donc ils étaient deux, en fait. On pense toujours qu'il faut mettre une couleur claire, d'abord parce que c'est bon pour le soleil. Oui, déjà, mais alors pas tout à fait. La couleur des vêtements joue donc un rôle très important. Plus la tenue est visible, évidemment, et plus les automobilistes ont le temps de réagir par rapport à votre présence, c'est un peu le but recherché. On commence par un classique, c'est pas clair pour le coup, Michel, c'est le noir. Et le noir, c'est visibilité très faible. Même en plein jour, en fait, les vêtements sombres peuvent facilement se confondre, c'est ce qui a été constaté dans cette étude, avec l'environnement autour du cycliste et l'environnement autour des automobilistes. Le cycliste habillé en noir peut devenir presque invisible dans certaines conditions. Surtout la nuit. Bravo. Tous les mais pas que la nuit, le jour aussi, donc le noir, vous évitez. Ensuite, il y a le bleu ou le rouge. Ça, c'est... L'étude qualifie ces couleurs-là de visibilité moyenne. Le bleu reste visible à courte distance, à environ une vingtaine de mètres à peu près. Le rouge améliore davantage la détection et une visibilité qui est un peu plus longue. On est à 30 mètres sur cette couleur-là. Le jaune, c'est une couleur qui est très repérable. Le jaune attire naturellement l'attention des conducteurs. L'étude a montré que les gens habillés en jaune étaient visibles même s'ils ne bougent pas. Parce qu'on peut imaginer qu'en bougeant, on est plus visible qu'en bougeant. Mais un cycliste arrêté à un feu, par exemple, on voyait très bien sa présence de la part des automobilistes. Orange qui va gagner. Et voilà, non, pas du tout. La visibilité d'un coureur ou d'un vélo, d'une personne qui fait du vélo, je vais y arriver, en jaune, c'est environ 40 mètres. Le blanc, c'est aussi un contraste qui est pas trop mal. Ça réfléchit mieux la lumière s'il fait beau et qu'il y a du soleil. Donc, c'est une couleur... Alors, le blanc n'est pas une couleur, pour le coup. C'est une teinte qui est... le moustique était un animal. Un animal, oui. C'est pas le noir n'est pas une couleur non plus. Et le noir non plus n'est pas une couleur. Mais ça réfléchit la lumière, donc le blanc est intéressant, donc on est visible d'un petit peu plus loin. Et les automobilistes distinguent plus rapidement, donc, c'est les cyclistes qui ne sont pas en noir, Michel, mais qui sont plutôt en couleur claire,
le blanc et le jaune. jusqu'à Eh ben, moi, je vais vous dire, je suis sûr que c'est la couleur que je porte qui est la plus visible. Moi, je dis le orange parce que c'est. présent. Non. c'est- Ouais. c'est- c'est- C'est le vert, Patrice. le vert. C'est le vert fluo. Et si Alors, vous le êtes, vert. devant un champ, Un champ. on va pas, ça fait plan sur plan. Vous roulez que devant un champ. Le vert. Non, mais Il ne faut pas mettre de rouge si c'est un champ de coquelicots, parce que là, on vous confond. non, c'est le vert. Et les mecs qui font des travaux sur les autoroutes, ils sont en orange, non Non, jaune non, mais fluo. alors c'est Ah, le vert fluo. et si possible Le vert. une couleur fluorescente. Le vert, c'est dans l'étude qui a été faite en tous les cas, on montrait que les coureurs en vert étaient les plus visibles de la part des automobilistes. Choisir ces vêtements visibles permet d'améliorer la sécurité à vélo évidemment, particulièrement Michel tôt le matin, en soirée ou par faible luminosité. Hein, donc même s'il n'y a pas beaucoup de lumière, la nomenclature que je viens de vous donner avec le vert qui est prépondérant, ça marche très bien. Attention au facteur numéro 1 n'est pas uniquement la couleur, c'est aussi la combinaison des couleurs, le contraste, la fluorescence, la réflectivité de la couleur aussi, et le mouvement. Le conseil qu'on donne, c'est de placer ces patchs de couleurs qu'on repère de loin, le vert fluo par exemple, sur des parties en mouvement du corps. Ah oui. Sur une partie du cuissard parce que la jambe tourne, sur le casque puisque la tête tourne, voire sur une pédale ou sur une chaussette. Le mouvement plus la couleur fait que normalement, vous êtes bien visible de loin et que vous prenez moins de risques que si vous êtes habillé en noir. Donc. Et voyez un petit rappel, si vous êtes remis au vélo, Ah oui, quand le même. casque. Ouais. Le casque. Et les gants, Michel. Et les gants. Ouais. Franchement, je vois encore, quand je fais du vélo de temps en temps, je vois des gens qui roulent sans casque, y compris dans les descentes et tout. Je ne comprends pas comment on peut faire du vélo aujourd'hui sans casque. D'ailleurs, pas seulement du vélo pour s'entraîner, du vélo portent leurs même en enfants. ville. C'est un truc incompréhensible. Alors le mieux, c'est quand vous avez des gens qui transportent leurs gamins, Exactement. qui, eux, ont un casque, mais pas les gamins. Ouais. Oui, c'est formidable. Tant La qu'à chronique faire. de Christophe, ça me rappelle, je ne sais pas si vous avez en tête cette pub qu'il y avait eu pour la prévention routière ou la sécurité routière avec Karl Lagerfeld qui présentait le fameux gilet jaune en disant c'est moche, mais ça sauve des vies. C'était génial. Il avait raison. Merci beaucoup, coach Cricri. On va jouer, c'est la bonne version. Patrice. Ebola, ça vous dit quelque chose? Ah On oui, en ça a va parlé bien. ces derniers Ah, temps. bah, Vous ne encore vivez pas maintenant, dans hein. une grotte préhistorique. Bah non. Donc on en a parlé. Ebola, donc c'est un nom Qui c'est qui joue inspire un peu la. Ah bah ça, on va faire jouer Mamounette. Oh ouais. Non, Christophe Non, monsieur. Qui a joué la dernière fois? C'est moi. C'est marrant. Ah bon, Non, non, mais c'est Allez, bon. on fait tourner. Moi, ça me fait plaisir quand c'est elle qui joue, parce que, Ouais. en Allez, général, elle Emma. me choisit. Le plaisir. Alors, Ebola. Avec Ebola, il est question d'une fièvre hémorragique transmise par un virus particulièrement agressif et parfois mortel. Jusque-là, on est bien d'accord. Le virus, il a été découvert en 1976, donc il célèbre son 50e anniversaire cette année, en tout cas la découverte. Qui l'a découvert? C'est un microbiologiste belge du nom de Peter Piot. Ça s'est passé où, cette découverte? À Yambuku. Yambuku, c'est un village de la République démocratique du Congo, pays qu'on appelait jadis le Zaïre. Il a été découvert en pleine forêt tropicale où une épidémie faisait déjà à l'époque plusieurs centaines de morts. Il y en avait eu à peu près 300. La question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi ce virus s'appelle-t-il Ebola? Ah, ah. Vous ne savez pas? Bah, c'est une excellente question. Emma, si vous connaissez déjà la réponse... Ah non, on peut le faire. j'en sais rien du tout. Alors, si vous ne savez pas, on va vous faire jouer. Et Christophe, version 1. Alors, version 1. Ebola est le nom de la rivière la plus proche du village de Yubuku. Yubuku, ça s'écrit. Yambuku. Yambuku, voilà. Le découvreur du virus a choisi de l'appeler ainsi pour ne pas stigmatiser la communauté. Yambuku, pour le coup. On l'appelle du nom de la rivière plutôt que du nom du village. Très bien. Michel, version 2. Ebola est le nom d'une variété de grands singes porteurs sains du virus et vivant dans la forêt tropicale de la région de Kikwit, au centre de la République démocratique du Congo. Très bien, très bien. Version 3. Ebola est un nom issu du dialecte parlé dans cette région de la République démocratique du Congo, celle donc où a été découvert le virus. Et dans ce dialecte, Ebola veut dire vengeance divine. Alors, la rivière. Hein, Il me semble. Je peux demander un conseil à un ami? Demandez un conseil à un ami, après vous ferez le Vous voulez bien être 50-50. mon ami. Il me semble que le virus Ebola se transmet par des os souillés. Oui. Non, et puis, non, pas par des os souillés, c'est le l'origine. choléra, ça. Ah non, Mais c'est choléra. Ebola par des contacts directs avec un corps d'une personne infectée. Par une Ça marche pas, mon sécrétion histoire. corporelle, Ok. Il un postillon dans l'œil, par Oui. exemple, vous pouvez n'y a pas choper d'histoire Ebola. d'os souillés. Non, Non. le Donc- choléra. Oui. Oui, bah, bien sûr, oui.
Donc, non, mais parce qu'en fait, comme on parlait de la rivière, comme la première proposition évoque une rivière, je m'étais dit que ça pourrait être une piste, mais pas du tout. Ça me sert. Pas du tout. Et donc, eh bien, à mon plus grand talent, c'est-à-dire le pif, je vais dire que c'est une variété de grand singe. Les garçons, vous Porteur. répondriez quoi Ça, vous c'est parce que c'est moi. Du virus. C'est vous ? Ouais. Bien sûr, c'est parce que c'est vous. Oh, qu'est-ce que vous jouez mal. Hein. Oh, c'est vous. C'est vous, Michel ? Ouais. Moi, je choisirais quand même la rivière. Christophe moi, je choisirait la rivière, moi, je choisirais Emma le les grands dialecte. singes, vous Moi, le le dialecte. Ah ouais. dialecte. Alors comme c'est Emma qui joue, je vais annoncer à Emma qu'elle n'a pas trouvé la bonne. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'un des deux garçons a la bonne Eh réponse. oui, donc je barre. Hop. Alors moi j'ai dit que j'allais pas vers la rivière pour cette histoire d'eau Elle va souillée, voter que pour c'était pas Michel. le cas. Et donc je vais à nouveau voter pour Michel. C'est pas de ma faute, Elle a peur de ne pas revenir la saison prochaine. Non, C'est le vous karma. votez pour ce que j'aurais dit, pas Mais ma je version. suis tout comme c'est- vous, Michel. Donc la vengeance divine. Allez. Vous avez décidé de vous entêter à perdre. C'est ça. C'est la rivière. C'est la Pareil. rivière. C'est la rivière. C'est magnifique. Christophe. Ouais. C'est la rivière, Dégoûté. effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une rivière qui s'appelle Ebola. Et effectivement, le gars qui a découvert le virus, il s'est dit, normalement, il aurait dû l'appeler le virus Yambuku, parce que c'est là qu'il a trouvé. Mais il s'est dit, ça va stigmatiser la population, ils vont se trimballer cette réputation épouvantable. En plus, parce que là-bas, il y a des croyances. C'est-à-dire, si vous appelez ça le virus Yambuku, vous avez les mecs des villages d'à côté qui sont capables de faire une expédition punitive. D'ailleurs, donc c'est effectivement, il a choisi le nom de la rivière. Petite anecdote personnelle, il se trouve qu'en 1994, j'étais sur place pour une précédente épidémie, et alors qu'on assistait à l'enterrement de plusieurs victimes dans le Un village. dans le cimetière, un petit homme s'est approché de nous avec des lunettes, il portait un livre, et c'était donc, on a tout de suite identifié comme un intellectuel, il nous a dit, vous êtes l'équipe de télévision, j'ai dit, oui, vous devriez partir, parce qu'ils disent que c'est vous, les Blancs, qui avez apporté le virus par le fleuve, Ebola, par le fleuve, et donc ils sont allés chercher des haches, ils vont revenir d'ici un quart d'heure, une demi-heure. Ah oui. Ils sont allés chercher des haches à la maison, donc vous devriez partir, donc on s'est effectivement carapaté. rapidement. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent par le fleuve, et par le fleuve, c'est parfois aussi l'homme blanc, dans leur imaginaire, et parfois à juste titre, qui a organisé ces déplacements. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le drame, c'est que quand ils enterrent les corps, normalement, là-bas, ils aiment bien toucher les corps au moment de l'enterrement, etc. Et que là, on leur interdit absolument Interdiction. de les toucher, ce qui crée des drames. Les corps étaient mis à l'époque, ça je l'ai vu de mes yeux, à la fourche, dans les bennes des camions. Merci beaucoup, Patrice. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions, vos suggestions, contact@mieuxmedia.fr, et vous nous retrouvez sur YouTube et sur les réseaux de Mieux. Merci à tous les trois. À très vite pour une nouvelle émission de Mieux ou Bien. À bientôt.